Était-ce un cauchemar? Alma dans la sphère, chapitre 23. Alma émerge. Elle ouvre les yeux. Ses souvenirs ont du mal à reprendre forme. Comment s'appelle-t-elle? Que s'est-il passé? Un nom dans son esprit, furtif. Jane. Puis une rumeur porteuse d'un autre nom chuchotée. Rasputin. Elle tressaillit et palpe son front précipitamment, puis l'arrière de sa tête. Était-ce un cauchemar? Après tout, elle vient de se réveiller. Rasputin n'a peut-être jamais tiré. La jeune fille prend conscience de son environnement. Une vaste pièce baignée d'une douce lumière clair-obscur. Du béton, de la poussière. Pas un meuble, pas une âme. En tournant la tête de part et d'autre, elle établit qu'il s'agit plutôt d'un étage entier que d'une simple pièce. Un étage en travaux, manifestement en cours. Les fenêtres n'ont pas été posées. Il fait froid et au dehors, la pâle lumière de la lune n'offre que peu de visibilité. Elle se redresse tout à fait et se rend compte qu'elle est allongée sur ce qui ressemble à un lit d'hôpital. Elle se lève. Le sol lui paraît bien plus loin qu'à l'accoutumée. Elle baisse les yeux sur ses jambes. Elles sont longues, très longues. Ce ne sont pas ses jambes. Ce ne sont pas ses vêtements d'ailleurs. Son pouce accélère. Et ses mains. Elle contemple ses paumes et les tourne et retourne. Ce ne sont pas ses mains. Ce corps est un corps d'adulte. Elle entreprend de palper son visage, ses épaules, ses seins. Le cauchemar n'est pas terminé, se dit-elle. Elle s'approche d'un des murs inexistants qui donnent sur le vide. La clameur étouffée par le vent de ce qui ressemble à l'agitation d'une ville lui parvient aux oreilles. Cette clameur vient du bas, tout en bas. Probablement une bonne centaine de mètres, voire plus, pense-t-elle. Soudain, une masse blanche passe devant son nez à pleine vitesse et la fait vaciller. Elle s'accroche à une colonne. Une deuxième, puis une troisième passe au dehors et Alma entend un cri. Pas un cri d'effroi, mais un cri de joie. Elle en est certaine. Elle se penche pour mieux voir et confirme son intuition. Ce sont des hommes. Des hommes qui volent, sans avion, éclairés d'un halo blanc. Elle recule vers l'intérieur, trébuche sur un vieux tuyau et tombe dans la poussière. Étrangement, elle ressent plus de confusion que de réelle peur. Après tout, quelle situation pourrait être pire que celle dans laquelle elle se trouvait avant son réveil? Elle décide de descendre les étages pour aller voir ce que cette clameur en contrebas lui réserve. Le temps qu'elle dévale les escaliers de cet immeuble définitivement délabré, une lumière matinale a commencé à poindre au dehors. Il lui a fallu au moins 1 heure pour tout descendre. Elle contemple le bâtiment vertigineux. Bien plus qu'une centaine de mètres, pense-t-elle. Soudain, un trait rouge longe son arête dans son champ de vision et un chiffre vient s'imprimer dans sa mémoire immédiate. 352 mètres. Pas 100 mètres, mais bien 352. Quelqu'un la bouscule. Encore une fois, Alma prend conscience de son environnement avec un peu de retard. Autour d'elle, des dizaines de personnes sont affairées entre les immenses bâtiments. Des engins de chantier qui semblent autonomes frappent le bitume à coups de marteau-piqueur. Des hommes installent des étals de vêtements, d'autres de quelques biscuits et de maigres denrées. Elle remarque un homme qui porte plusieurs sacs remplis de gravats. Une charge qui semble bien trop lourde pour lui. En regardant bien, elle voit que cet homme est fait de métal et qu'il n'a pas de tête. Ce n'est pas un homme, mais une machine. Alma se met à marcher. La foule de gens est hétéroclite. La jeune fille comprend rapidement que chacun a une classe sociale bien définie. Certains ont des vêtements élimés et sales, d'autres des parures immaculées et la démarche assurée de ceux qui pensent dominer. Elle remarque que la plupart entrent et sortent de différents immeubles titanesques de la rue. Ces derniers semblent ouverts à tous. Alma devine qu'elle y trouvera le même genre d'agitation à l'intérieur. Sur la route au milieu des bâtiments, des véhicules électriques de toutes formes se fraient un chemin au milieu de la foule. Sur le trottoir, des gens avachis assis sur des chaises de plastique blanc ou allongés par terre, les yeux révulsés, les membres agités de quelques spasmes occasionnels. Ils semblent rêver à une autre vie. Certains sont très maigres, la plupart sont sales et effrayants. Tout le monde les ignore, comme s'ils faisaient partie des meubles. Alma lève les yeux. De petits hélicoptères fendent l'espace aérien juste au-dessus de tout le monde, ainsi que des hommes volants, comme elle a décidé de les appeler. De plus petits engins volants font également leur chemin, plus discrets, la plupart transportant ce qui ressemble à des colis.
La jeune fille sait exactement à quelle vitesse chacun de ces engins vole, leur trajectoire précise, leur poids estimé, leur immatriculation. Toutes ces données s'impriment dans sa mémoire dans un flux naturel qui l'interroge, mais ne l'inquiète pas. Elle se sent libre ici, pour une raison qui lui échappe. L'un des drones passe devant un écran géant incrusté à la façade d'un des gratte-ciel. Alma s'arrête au milieu de la route, sidérée. Elle se voit bouger, là-haut sur l'écran. Une Alma géante qui guide les cochons entre les arbres, près de la grange de Jane. L'image se pixelise et se mue en un homme en costume tenant une mallette en tissu noir. Il est de dos, sa main est maculée de sang. Il se retourne. Alma sait très bien ce qu'elle va découvrir, et elle n'est pas déçue. Thaddeus Talio. La jeune fille est incrédule. L'image se pixelise à nouveau et cette fois, c'est un jeune homme aux cheveux blonds qui apparaît, souriant, une manette de jeu vidéo à la main. Un slogan s'imprime sur l'écran géant. La Sphère et Infatu SA vous offrent Coco 3000, tous les vendredis, dans le monde des Scots. Seulement 3 cercles pour ce code.